bonheur de vous retrouver, Victoria. Alors, il y a 3 ans maintenant, ici même, vous étiez venu nous présenter ce qui était votre premier roman, Le Bal des Folles, avec le succès que l'on sait, succès de librairie, adapté en bande dessinée, adapté au cinéma, et puis un second roman, un miracle. Quelles sont les images que vous gardez de cette période un peu frénétique du succès du Bal des Folles? Et est-ce que finalement l'écriture d'un miracle était déjà en cours lorsque le précédent titre est sorti, ou est-ce qu'elle vient après cette écriture? Bonjour. Je voudrais dire que je suis d'abord très heureuse et très émue d'être ici avec vous. Alors comment je l'ai vécu avec beaucoup d'étonnement, de surprise, beaucoup de déplacements en train. Donc c'est vrai qu'on est pris dans une sorte de spirale qui est la rentrée littéraire, mais avec également beaucoup de reconnaissance en fait. Je n'avais pas commencé l'écriture d'un miracle parce que je souhaitais accompagner le Bal des Folles jusqu'au bout, être au plus près de ces personnages et ensuite les laisser partir puisque les lecteurs, les libraires et d'autres pays même s'en sont emparés. Non, un miracle est intervenu un petit peu après. Il a fallu que je retrouve, en fait, je pense que dans tout processus créatif, il est nécessaire en fait de tenir un peu à l'écart tout bruit, toute agitation extérieure, aussi positive soit-elle, pour vraiment préserver un espace sain et serein d'écriture et de création. C'est ce que j'ai essayé de faire. Après, je ne vais pas prétendre que le trac ne va pas accompagner tout au long de l'écriture, mais je pense que c'est le cas pour chaque livre. Un miracle qui s'ouvre en juillet 1830, quelques pages très courtes, mais pour planter le décor en quelque sorte, avec sœur Catherine Labouré. Oh, on la connaît puisque sœur Catherine Labouré, elle va avoir des visions à plusieurs reprises, elle va voir la Vierge, c'est ce qui va donner lieu au culte de la médaille miraculeuse, à quelques pas d'ici, hein, rue du Bac. Ça, ce sont vraiment les toutes premières pages. Et puis après, on va se retrouver avec sœur Anne, qui elle aussi est entrée aux sœurs de la Charité, et à qui une autre sœur un peu plus âgée du couvent a dit: un jour vous aurez une apparition vous aussi en Bretagne. Et ça tombe bien parce qu'on lui propose une mission là-bas à Roscoff. Alors elle y va pour répondre à la mission, mais parce qu'elle se dit on m'a laissé entendre qu'il y aurait une apparition, ça vaut peut-être le coup que j'aille tout de suite là-bas. Qui est-elle, cette jeune religieuse? J'avais dans l'idée de faire en sorte que le personnage principal, ou du moins l'un des personnages principaux, soit une religieuse. Qu'y a-t-il de plus fascinant et de plus étonnant que ces vies hors du monde, que ce choix délibéré d'une existence de prière, de rituel, de silence? Il y a presque une qualité noble à ce renoncement-là, une forme de dépassement de soi-même. Alors sœur Anne, sa particularité, c'est qu'elle est une fille de la Charité, donc comme vous l'avez dit, une congrégation fondée par saint Vincent de Paul, à vocation apostolique. Donc elles ne vivent pas dans un enfermées. Oui. Voilà, enfermées. Elles sont vraiment au contact des populations les plus démunies et les plus précaires. Même s'il y a une maison mère, comme vous l'avez dit, rue du Bac, où sont formées les postulantes et les novices. Et donc le personnage de sœur Anne œuvre au sein de la maison mère depuis en effet une vingtaine d'années. Sauf qu'à la différence des autres religieuses, ce qu'on comprend assez vite, c'est qu'elle attend quelque chose de cette vie de prière et de service. Elle attend que la Sainte Vierge lui apparaisse. Alors, en effet, elle reçoit cette prophétie d'une autre sœur et elle se rend en Bretagne. C'est la première fois qu'elle sort de cette maison-là. Néanmoins, cette attente-là, c'est aussi sa faiblesse, dont on comprend l'origine, on en comprend la cause. Et c'est cette attente-là que les circonstances en fait, vont un petit peu ébranler, qui va la précipiter dans une chute, mais qui va aussi être son enseignement. Un personnage attachant avec beaucoup de failles. Elle va s'installer donc à Roscoff, et puis on va aussi très vite aller de l'autre côté. On va franchir la mer pour aller sur l'île de Bas, puisque finalement c'est là que tout va se passer. Là, vous allez nous présenter toute une galerie de portraits. Il y a les familles qui sont installées, les familles qui vivent à l'année. Il y a notamment Madeleine avec son fils Isaac. Madeleine qui a perdu son épouse, et puis Isaac qui essaye de se reconstruire tant bien que mal. Il y a aussi la famille Bourdieu, où là on est vraiment très ancré dans la religion. Le père Michel Bourdieu est presque intégriste, hein, même dans sa relation à la foi, à la religion. Il a un fils, Hugo, qui est l'ami le petit copain, enfin le copain d'Isaac. Comment avez-vous construit tous ces personnages qui peuplent cette île de Bas? Parce qu'on dit toujours que les insulaires ne sont pas les mêmes que ceux qui vivent sur le continent. Vous avez tout à fait raison.
Lorsqu'on écoute parler justement les habitants des îles, ils vont vous dire qu'ils sont d'abord insulaires, ensuite bretons et ensuite français. Donc au-delà même de la Bretagne, c'est un autre monde encore que ce monde-là de l'île. En fait, je crois que la psychologie des personnages, elle s'explique par leur rapport au ciel. Chaque fois qu'un personnage regarde le ciel, il y voit quelque chose qui lui est propre. On a évoqué un petit peu Sœur Anne, qui, elle, attend quelque chose du ciel, qui ne vient pas, mais peut-être qu'autre chose, finalement, vient, qu'elle n'avait pas attendu. Le personnage de Hugo, qui est un jeune adolescent, lui regarde le ciel au travers d'une lunette astronomique. Donc il a un rapport... en fait, il a reçu une éducation profondément religieuse et stricte de la part de son père, qu'il a un petit peu délaissé pour étudier les sciences et notamment l'astronomie. Donc lui, lorsqu'il regarde le ciel, il voit les planètes, les exoplanètes, les constellations. Voilà, c'est un rapport à la fois scientifique mais aussi poétique, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans l'étude des étoiles. Le personnage d'Isaac est l'autre adolescent qui vit sur cette île, qui lui ne voit plus rien, ne voit ni le ciel ni ce qui l'entoure depuis qu'il a perdu sa mère. C'est un adolescent égaré, un adolescent en deuil, qui traverse l'île un petit peu comme un fantôme et voilà, sans qu'on sache exactement pourquoi, il retrouve une lumière, il retrouve, on va dire, la vue. En tout cas, il voit à nouveau ce qu'il y a autour de lui. Et vous l'avez également mentionné, le personnage de Michel Bourdieu qui est moral, pieux, rigide, lui regarde le ciel avec terreur, puisqu'il attend en effet la fin du monde. Donc il ne regarde pas le ciel avec grâce, enfin comme une grâce, mais comme une menace. Voilà. On l'a dit, Isaac est un ado un peu paumé depuis la disparition de sa mère. Et il a une relation très forte et à la fois conflictuelle avec son père. Vous écrivez, c'est un dialogue entre Madeleine et son fils. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais ici? Madeleine intervint, mit fin à cette violence, et au même instant, Isaac sembla revenir. Ses pommettes retrouvèrent de leur rose, ses lèvres s'ouvrirent, tentèrent de prononcer un mot, ses yeux croisèrent ceux de son père, et des larmes apparurent, glissèrent sur les joues, mouillèrent ce visage qu'Alan n'avait jamais vu ému jusqu'alors, ni à l'hôpital après l'accident, ni pendant l'enterrement, ni à aucun moment de cette adolescence qu'il savait pourtant triste. Il les regarda couler sans savoir quoi répondre, sans savoir comment rassurer cette première confidence, puis un murmure parvint jusqu'à lui. « Je vois, papa. » Son fils à présent souriait, sans malice, sans mensonge. Il souriait, les yeux humides et pétillants, remplis d'une émotion qu'il n'attendait plus. Voyant ces nuages denses qui traversaient le ciel, ce crépuscule plein d'une tendresse propre à cette côte, tout ce qu'il avait manqué jusqu'ici et qui lui apparaissait à nouveau. « Tu vois quoi, Isaac ? Je vois. » Parce qu'effectivement, vous le disiez, ce gamin paumé, cet adolescent paumé, c'est lui qui va avoir une apparition, à la différence de Sœur Anne. Quelle est votre relation, Victoria Mass, à la foi et plus largement à la religion? Alors enfin, on en a mentionné tout à l'heure Sainte Catherine Labouré. C'est en me penchant sur sa biographie que je me suis intéressée un peu plus largement au phénomène des apparitions mariales qu'on a recensées au fil des siècles, et notamment beaucoup en France. Au-delà du caractère religieux ou même du caractère véridique de ce phénomène, de ce récit, on l'appelle comme on veut, c'est véritablement le caractère sociologique qui m'a intéressée et qui m'a fascinée, puisque au final, c'est sur la simple parole d'un voyant, la plupart du temps de jeunes enfants ou des jeunes filles, que des foules entières se déplacent. Bernadette Soubirous, à Lourdes, près de même pas un mois après le début des apparitions, on comptait déjà 10 000 personnes qui se pressaient à la grotte de Massabielle. À Fatima, au Portugal, en 1917, on a près de 50 000 personnes qui sont venues assister au miracle qui avait été promis par 3 petits bergers seulement. Donc, qu'est-ce qui fait que l'homme a ce besoin-là de merveilleux, d'extraordinaire, a besoin de venir voir un miracle que des enfants promettent, que des enfants souvent disent. Après, concernant le caractère sociologique, ce n'est pas seulement les manifestations, les apparitions mariales ne sont pas que des manifestations de foi, d'adoration, d'espoir, c'est aussi des manifestations de violence. On en a un peu moins entendu parler, mais il existe aussi des cas de voyants qui se sont retrouvés persécutés, menacés, parfois même tués. Je vais prendre juste un exemple. En 1871, un septuagénaire qui était garde forestier, qui s'appelait Georges Carlode, il me semble, disait voir la Vierge.
son propos semblait crédible, il semblait honnête. Et en fait, il s'est retrouvé lynché et presque tué par une foule de 3000 personnes parce qu'il avait promis une apparition qui finalement n'a pas eu lieu. Donc j'ai trouvé que ce phénomène des apparitions mariales était vraiment un catalyseur de toutes les passions humaines, et c'est cet aspect-là que j'ai souhaité explorer. On redit que l'action se passe sur cette île de Bretagne, que les éléments vont aussi avoir leur place dans l'intrigue. Et j'ai l'impression que cette histoire n'aurait pas pu avoir lieu ailleurs qu'en Bretagne. C'était important pour vous de la situer dans cette région-là ? C'était indispensable. C'est-à-dire que... Alors, pourquoi la Bretagne ? Parce que là, avant même de parler de la Bretagne, j'aime partir d'un lieu, avant même d'un personnage ou avant même d'un sujet. Les lieux sont les gardiens de mémoire, au pluriel, sont les gardiens de récits. Donc, ils sont vivants, donc ce sont des personnages à part entière. Et la Bretagne, voilà, c'est une terre de contes et de légendes, c'est une terre mystique avec ses saints, avec ses patrons, avec ses pardons, avec ses calvaires, ses Christ sur croix à chaque rond-point. Il y a quelque chose de dense, de mystérieux, de profond, que ce soit dans les terres de Bretagne ou sur ses côtes, de lumineux et de sombre à la fois. Donc il n'y avait pas meilleur décor en effet pour mettre en scène en effet ce roman. Et après on en a parlé un petit peu, mais cette vie insulaire qui dépend entièrement du cycle des marées, qui dépend des horaires, des traversées, qui regarde au loin ce continent comme presque un pays étranger. Et en fait ça m'a semblé pertinent, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment de marqueur de temps. Au final dans le livre on est vraiment en dehors du temps, en dehors du monde. Où du coup différents mondes peuvent se compénétrer, on ne sait plus exactement à quelle réalité et à quelle vérité on appartient. Donc oui, la Bretagne est l'un des personnages principaux qui participent pleinement aux événements. Nous avons entamé cet entretien en rappelant le bal des folles, du bal des folles à un miracle. J'ai l'impression qu'il y a quand même un lien finalement, parce que vous nous parlez de ces personnes qui sont un peu à part, qui sont en marge de la société et qu'on ne croit pas forcément. C'était important aussi pour vous qu'il y ait ce parallèle entre vos deux romans ? Alors, ce n'était pas important, mais je pense que ce n'était pas une obligation en tout cas, mais je pense que c'est une question qui me parle, c'est-à-dire que les questions les plus fondamentales de notre existence sont justement celles auxquelles nous n'avons toujours pas de réponse. Donc, l'existence d'une force ou d'une intention originelle ou non, que notre expérience sur cette terre soit un préambule ou une continuité parmi d'autres expériences ou pas, sont justement ces questions qui justifient toute notre existence. Et je n'ai pas la réponse, évidemment. J'ai envie de croire que si nous ne le savons pas, c'est qu'il y a une raison et que le cheminement est toujours plus important. Et j'aime en effet mettre en scène des personnages qui sont confrontés à ce genre de questions malgré eux, parce que j'ai le sentiment que bien souvent les questions difficiles s'imposent à nous sans que nous ne le cherchions, sans que nous ne le voulions parfois. Et c'est au travers de cette apparition mariale, au travers de ce monde invisible qui d'un coup vient prendre une place importante dans le monde qui nous est familier, dans le monde des sens et du visuel et du concret, va bouleverser au final tous les personnages et toutes ces destinées. Vous l'aurez compris, c'est un livre dense, c'est l'histoire de cette apparition qui va venir bouleverser le microcosme de cette petite île. L'intrigue aussi est habilement menée parce qu'il y a un suspense qui avance au fil des pages avec les événements de la nature qui viennent jouer un peu les troubles faits, et puis une écriture qui est pleine de poésie. Victoria Mass, Un miracle, c'est votre actualité fin août. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.